La jeunesse qu'ils ont passé le temps à utiliser pendant 40 ans, cette jeunesse a pris une conscience politique de manière accélérée pendant ces 7 dernières années. L'engouement aux inscriptions dans les listes électorales, qui a d'ailleurs été biaisé, empêché. On faisait inscrire les enfants qui allaient s'aligner et s'inscrire, on ne leur remettait pas les cartes d'électeurs. Parce qu'on savait que c'est potentiellement un vivier électoral qui ne leur sera pas favorable. Et puis, ils ont compris que le Grand Nord avait une opération singulière. Opération 10 millions de nordistes, qui était tenue par M. Gaïtama et Ousmane Aboubakar Mey et beaucoup d'autres. Comprenez? Et ils travaillaient dans le silence. Mais les raisons pour lesquelles ils travaillaient, c'était certes pour le changement en général, mais pour, en fait, une raison particulière égoïste, le retour du pouvoir dans le Grand Nord. Voilà leur travail. Ils ne faisaient pas de bruit. Parce qu'eux, ils étaient déjà confiants du grand vivier de population dont dispose le Grand Nord en général, et puis aussi du grand vivier électoral, qui justement, sur lequel compte le sommet politique, sur lequel compte le pouvoir en place. Alors, le pouvoir a donc compris cela. Comment faire pour travailler donc sur les 10 régions? Ça, c'est votre question. Il a compris qu'il fallait envoyer 2 mousquetaires dans le Grand Nord pour casser la mouvance de 10 millions de nordistes. Ils ont envoyé qui? Bon, enfin, quand je dis envoyer, c'est entre guillemets, c'est subjectif ce que je vais dire. Bello est sorti, Issa est parti. Aussi simple que ça. Parce que, justifiez-moi comment est-ce que des mecs travaillent pour 10 millions de nordistes, lever 10 millions de nordistes pour l'élection de 2025, et eux-mêmes n'arrivent pas à trouver un candidat dans leur logique, parce que Guibaï, Ousmane Mey devait avoir un candidat qui ne soit pas ce qui était au gouvernement pendant 7 ans, pendant toute cette période. Afin que la jeunesse du Grand Nord, qui est d'ailleurs très nombreuse, et d'ailleurs les islamophones s'appellent 20% de la population, parce que les Kirdis et autres, animistes et non chrétiens, sont les plus nombreux. Donc il fallait trouver une figure qui puisse fédérer l'essentiel même du vivier politique qui allait faire mouche pendant cette élection. Alors, ils sont sortis, Biya a compris qu'il fallait les sortir et il fallait diviser cet électorat. C'est ce qui a été fait. Donc le Grand Nord est perdu comme ça. Voilà comment cette initiative est partie. Pour les 7 autres régions, c'était simple. Ouais. Biya devait garantir 5 régions. Ils ont garanti 5 régions. Ils se sont arrangés à ce qu'aucune candidature ne sorte de l'air qu'on appelle vulgairement Ekambeti. Centre, Sud, Est. Je ne vais pas rentrer dans les dédales que j'ai eu avec des aînés et certains qui avaient des partis politiques qui avaient la capacité d'investir. J'ai vu un aîné, je lui ai dit, écoute grand frère, moi j'ai pas de parti, j'ai des problèmes. Je cherche là-bas, on m'a bloqué, je cherche là-bas, on m'a bloqué. Donne-moi ton parti. Il est là, mon télé là, il a les élus. Il m'a raconté une affaire, comment la jeunesse ne vaut rien, comment la jeunesse vraiment, c'est pas, ainsi de suite. Et je suis surpris 2 semaines avant, il dit, on donne à la jeunesse, il trouve un candidat pour la jeunesse. Où? Un inconnu au bataillon. Mais je lui ai dit, mais grand frère, pourquoi tu fais ça? Mais c'est au fil de mesure que j'ai compris qu'il y avait toute une logique, une construction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un candidat Ekambeti sous Paul Biya, parce que c'est là où il fallait couper l'ordre sous Paul Biya. Donc imaginez qu'il y avait un candidat dans les centres sud-est. Il faisait le même travail que Biya a fait dans le Grand Nord, c'est-à-dire diluer l'électorat qui n'était pas en sa faveur. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce candidat allait partager l'électorat centre-sud-est avec les Ekambeti, avec Biya. Voilà. Et ils ont compris une autre chose, le littoral, qui est un peu déjà cosmopolite. Hein. Faites tous attention, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on mette le littoral dans cette affaire. Parce que si vous prenez le Vouri, vous prenez une petite partie d'une camp, vous prenez une partie du Mungo, quand vous venez de Kekem, Melon, tout ça, Banga, jusqu'à Souza, Dibombari, c'est déjà très dilué. Vous voyez, qui est cosmopolite, ils ont compris que là-bas aussi c'est compliqué avec l'Ouest. Vous comprenez? Surtout l'Ouest Bamileke, puisqu'on a l'Ouest Bamoun qui est encore acquis un peu à l'UDC. Vous voyez? Donc ils ont fait leur équation, ils se sont dit, on n'est pas très sûr de ce côté, on bloque les 2 régions saxonnes du pays, c'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest. Vous comprenez? Voilà les bastions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont effrayé les candidats en disant, les Ambazoniens disent que celui qui met le pied là-bas, regarde les candidats, personne n'est allé là-bas. Chiroma a fait un petit tour là-bas, il est rentré. Je crois aussi l'autre. Oui. Donc, Biya est parti à l'élection avec 5 régions acquises. Centre, Sud, Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Il savait qu'il allait se partager avec les autres candidats, notamment les plus en point, Bello et Chiroma, il allait se partager au Grand Nord. Et puis dans le littoral, qui est beaucoup plus cosmopolite, il allait se faire la même chose. Il allait se partager aussi. Il allait se partager. Moi, j'appelle ça le partage. Comprenez? Et maintenant, dans l'Ouest, il était indécis. Parce que tout le monde regardait le professeur Kamto.
Parce qu'on se disait, si donne un mot d'ordre à gauche, certainement l'Ouest va basculer dans ce sens-là. Mais comme tu vas jouer une neutralité, mais une neutralité en fait qui favorisait Chiroma. Et donc on a vu le résultat, l'Ouest a vomi Paul Biya. Donc moi je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui doit nous revenir. Moi je ne vais pas tirer sur le gouvernement parce que c'est des gens qui font ça tout le temps. Nous savions qu'ils bouillent les yeux, on sait qu'ils trichent, on sait... Mais nous ne nous sommes pas préparés, on a refusé de se préparer. Nous nous sommes préparés pour beaucoup, mais individuellement, mais beaucoup ont refusé de se préparer. Donc voilà comment nous sommes allés à l'élection, M. Pafa ici, pour dire qu'en fait, nous sommes dans une logique ici de construction, non seulement de l'illégalité politique, nous sommes dans une logique de construction de l'illégitimité politique, nous-mêmes de l'opposition. Parce que nous pensons en fait que nous combattons un régime, mais tout ce que nous faisons en fait renforce encore ce régime. Parce que nous refusons de nous mettre ensemble, nous refusons de nous comprendre, nous refusons de nous rapprocher, nous refusons de collaborer entre nous, ça ne fait que le jeu du régime. Merci Valère Bessala. Alors, sous les Honoriolo, ces trois régions que nous prenons ce matin ont-elles des raisons de tourner le dos à Paul Biya? L'Ouest, le Grand Nord, le littoral. Et ça fait 5. Le Grand Nord, lui, c'est la 3 régions. Disons que pratiquement 5. 5. Je voudrais d'abord déplorer quelque chose d'extraordinaire. C'est la paresse de Clément Tangana et son conseil constitutionnel. Ils ne nous ont pas permis de voir la réalité des urnes. Je ne comprends pas pourquoi on a attendu 15 jours pour que les gens viennent prendre 1 heure pour rendre les résultats. Donc Clément Tangana a fait regretter Dibandamouele. Dibandamouele, vous donnez les résultats département par département. Si on avait fait cette lecture, cette proclamation comme cela, on aurait eu... Qu'est-ce que ça devait changer? Beaucoup. Il fallait qu'on donne les résultats village par village. Quand vous donnez, d'ailleurs même, une bonne analyse de politologue, j'espère que Onang sera d'accord avec moi, il faut écarter les régions du Nouveau. D'accord? Moi je fais l'analyse, et l'analyse un peu plus crédible. Pourquoi on devrait les écarter? Simplement parce que quand vous prenez le Nord-Ouest, quel est le collège électoral que le CAM a validé dans le Nord-Ouest? Un Nord-Ouest qui est complètement dévasté, un Nord-Ouest où il est déplacé à gauche, à droite. Est-ce qu'on a voté pour eux? Hein? Est-ce que... Donc les 86% sont à interroger. Qui a voté dans chacun des départements? On devrait le savoir. Donc moi j'élimine le Nord-Ouest dans le décompte. Maintenant quand on prend le Sud-Ouest, en dehors de la promotion, la publicité du Premier ministre sur l'Ondian, pourquoi les autres départements ne sont pas, ne sont pas mis en exergue ou bien en évidence? Parce que justement, là encore, on pense que le Sud-Ouest et le Nord-Ouest ne sont pas crédibilisés dans le décompte. Et je voudrais aussi dire que je souhaite, par faire ici, quand nous sommes sur un débat comme celui-ci, il faut respecter la population. Il faut respecter le peuple. Je continue à dire que le peuple n'est pas immature. Le peuple sait pourquoi il a voté contre Paul Biya. C'est pour ça que de temps en temps, je m'amuse à dire que le vote... Le peuple a voté contre Paul Biya? Vous ne permettez pas que j'avance. Quand j'avance, vous me faites descendre, c'est pas bon. Qui a gagné? Le débat n'est pas là. On fait une analyse structurée. Ce n'est pas là. Je voulais dire que le peuple a voté contre Paul Biya, mais pas pour Chiroma. Chiroma est en réalité quelqu'un qui arrive au bon moment, à un bon endroit. Je vous ai dit depuis longtemps, et Limbi l'a confirmé. Vous voulez parler d'un vote sanction? Un vote rejet. Bon, maintenant, je vous laisse les autres attributs que vous voulez. Et Limbi vous a dit que les gens qu'on attendait, n'est-ce pas, qu'ils coalisent, et qui étaient là sur le Stratum Rock depuis au moins 1 an, n'ont pas pu s'entendre. Du coup, on interroge l'effet de la fusée ou l'ouragan Chiroma. Comment est-ce que ça s'est construit? Comment on a arrivé là? Et c'est pour ça que je dis que personne ne connaît le programme politique de Chiroma. Personne ne l'a lu. Mais en réalité, ce n'est pas lui qu'on a élu. Le peuple s'est exprimé parce qu'il y avait le ras-le-bol
D'accord? C'est pour ça que je dis, il faut faire attention avec le peuple. Il faut faire, ne pensez pas que le peuple est immature. Bon, ok, acceptons que le peuple est idiot, le peuple, comme moi, de vos téléspectateurs a dit non, les casseurs, les machins. Ok. Dans le bureau, parce que regardez le bureau où a voté le président de la République. Ça fait peur de savoir que dans un bureau élitiste comme celui-là, sur 199 votants, le président a 128 voix, Jérôme a 56, près de la moitié. Comment il a fait? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement, des proches collaborateurs du président de la République, des hauts commis de l'État, qui sont contre le président Biya. Il faut le dire de manière froide. Vous voulez faire comprendre au peuple qu'il y a des ministres qui ont voté contre Paul Biya? Pas seulement les ministres. Mais attendez, regardez, comment vous expliquez les 56 voix de Issa Chiroma dans un bureau où ce n'est pas n'importe quel kidam qui vote. Comment? C'est quand même un bureau sélectif où les votants sont sélectionnés. Donc il y a des gens qui rusent, abusent du président de la République Paul Biya. Et je pense qu'il doit, s'il a les moyens, il faut qu'il réussisse à les identifier. Ah bon? Oui, il faut le faire. Non, attendez, vous ne pouvez pas chaque jour, parce que la duplicité de caractère... C'est la police politique. Monsieur, oui, mais en réalité, monsieur Biya a failli perdre cette élection. Tout à fait. N'est-ce pas? Il a failli la perdre. Et peut-être aussi, c'est la naïveté de l'opposition, c'est parce que certains ont travaillé sans même réfléchir sur comment prendre le pouvoir. Même si Chiroma est proclamé gagnant, il va prendre le pouvoir comment? Il va faire comment pour prendre ce pouvoir? Non, c'est pour ça qu'il faut être vrai dans l'analyse. Il y a des gens qui travaillent contre le président Biya, qui voulaient qu'il chute. Vous avez regardé la proclamation des résultats? Vous avez lu sur le visage un sourire? Vous avez lu sur le visage de la crème qui était évitée parce que les gens sont allés avec des cartons d'invitation. C'est pas n'importe qui pouvait se retrouver là-bas. Vous avez lu parmi les visages des gens qui étaient contents? Non, ceux qui étaient au Conseil constitutionnel, lorsqu'on proclamait les résultats, étaient déçus de savoir que le président a gagné, c'est ça? Je vous laisse faire l'analyse dans mon analyse. Non, vous commentez, vous faites le commentaire dans mon commentaire, ou alors vous faites le commentaire dans mon analyse. Mais, passons. Mais vous pouvez reprendre, on pouvait reprendre les images. Vous avez lu, vous avez vu le visage dur, serré, et ça le moins de sourire en coin. Quand on a proclamé, quand on a dit le président l'emporte avec 53, tant. Non, on n'avait pas lu. Et c'est pour ça que j'ai dit que si on avait lu ces résultats département par département, on aurait compris, n'est-ce pas, l'équipe. Parce que totaliser les pourcentages me pose un problème. Si vous avez, par exemple, une région où à la fin, c'est 100 personnes qui ont voté et que 86 ont voté le président Biya, vous avez 86%. Mais si vous avez des viviers électoraux comme le Fundi, le Vouri, par exemple l'Ouest ou bien tout cela, où on vous montre la puissance de l'électorat, vous vous rendez compte que la simple addition arithmétique ne vaut pas la peine. Maintenant, je voudrais dire... Pour chuter. Ouais, pour chuter que si j'éloigne de mon analyse les deux régions du Nozo, on reste avec 8 régions. Et c'est du 50-50. C'est du 50-50 avec des scores assez étriqués. Que ça soit... Et puis, je remarque aussi que la plupart des grandes agglomérations ont connu la victoire, n'est-ce pas, ont connu la défaite du président Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans les autres, quand vous prenez le centre, le grand bassin du centre sud-est, vous voyez la manifestation du vote communautaire. Vous voyez la manifestation de ce que je pourrais appeler de manière barbative le vote villageois. Parce que les arrondissements excentrés, les départements excentrés, avaient la possibilité de manipuler les procès-verbaux. Donc, du coup, on peut aussi discuter de ça. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, je pense,
suggère au président de la République lui-même, s'il a du temps, en buvant peut-être un bon vin rouge ou bien du vin de palme, qu'il regarde ces élections département par département, les vrais, parce qu'il a les vrais, et les maquillés proclamés, qu'il les regarde, et il comprendra qu'il est entouré des gens en réalité qui sont spécialistes du double langage et la duplicité de caractère. Ce débat brûlant nous montre ce que beaucoup refusent d'admettre. Le jeu politique au Cameroun n'est plus seulement entre partis, il se joue désormais dans les cœurs, les réseaux et les urnes. C'est une réalité que ce face-à-face entre Valère Bessala, Souley Onoyolo, Elin Bilobey et le professeur Owonangini met parfaitement en lumière. Dans un contexte post-électoral tendu, où les émotions se mêlent aux analyses, les mots prononcés traduisent à la fois un ras-le-bol populaire et une profonde crise de confiance entre les acteurs politiques et les institutions. En écoutant ces interventions, on sent à quel point la société camerounaise est à un tournant. Le ton est vif, parfois ironique, mais derrière les échanges se cache une vérité plus lourde, la fracture entre une jeunesse consciente de son poids et un système politique qui tente encore de la contenir. Les intervenants évoquent avec insistance cette jeunesse, utilisée pendant 40 ans, et qui, aujourd'hui, s'éveille à une conscience politique accélérée. Ils décrivent une génération qui ne veut plus être spectatrice mais actrice du changement. Cette idée est forte et juste. Cependant, il faut aller plus loin. Cette jeunesse n'est pas d'un bloc homogène. Elle est diverse, traversée par des réalités économiques, culturelles et sociales très différentes. Ce réveil, aussi réel soit-il, ne se traduit pas toujours par une participation politique structurée. Beaucoup veulent le changement, mais peu savent comment le concrétiser. D'où la frustration, la colère, parfois la résignation. C'est là que les leaders politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, devraient écouter davantage, comprendre les priorités réelles et éviter de transformer cette énergie en simple capital électoral. Un autre point fort du débat, c'est la thèse selon laquelle le pouvoir aurait anticipé les dynamiques régionales en envoyant des figures politiques dans certaines zones stratégiques pour casser des mouvements émergents comme celui des 10 millions de nordistes. Ce type d'analyse est intéressant car il révèle une lecture géopolitique du territoire, mais il faut rester prudent. Oui, il existe des influences, des calculs, des jeux d'alliance, mais affirmer l'existence d'un plan coordonné à grande échelle reste hypothétique sans preuve concrète. La politique camerounaise est complexe, souvent imprévisible. Les stratégies peuvent exister, mais leurs effets ne sont jamais garantis. Ce qui est certain en revanche, c'est que le Grand Nord, longtemps considéré comme un bastion électoral sûr, est devenu un espace de compétition et de reconfiguration politique. Et cela, aucun observateur sérieux ne peut l'ignorer. Les échanges soulignent aussi une critique forte du Conseil constitutionnel et du processus de proclamation des résultats. Le retard dans la publication des données détaillées, la non-divulgation des chiffres département par département, tout cela alimente la suspicion. Quand la transparence manque, la confiance s'effondre. Et sans confiance, même une victoire légitime devient contestée. Ce point est essentiel. La démocratie ne repose pas seulement sur le vote, mais sur la perception de la justice électorale. Beaucoup de Camerounais ont le sentiment que leurs voix sont comptées sans être entendues. Dans un pays où la participation électorale est déjà faible, ce sentiment d'inutilité citoyenne peut être dévastateur. C'est pourquoi exiger la publication intégrale des résultats, village par village, département par département, n'est pas un caprice politique. C'est un impératif démocratique. À travers leurs propos, les intervenants posent aussi la question de l'unité de l'opposition. C'est une blessure ouverte. Valère Bessala l'a dit clairement. Nous savons qu'il triche, mais nous ne sommes pas préparés. Cette phrase résume toute la faiblesse structurelle de l'opposition camerounaise. Trop de divisions, trop d'ego, pas assez de stratégie commune. Chaque leader veut exister seul, au lieu de construire ensemble. Résultat, même quand le régime chancelle, personne n'est prêt à le remplacer. C'est cette désorganisation qui, paradoxalement, renforce le pouvoir en place. Une opposition forte n'est pas celle qui crie le plus, mais celle qui s'organise, qui forme ses militants, qui défend une vision claire. Tant que cette unité ne se fera pas, le cycle des frustrations politiques continuera. L'analyse du vote régional met aussi en évidence un autre problème, la tentation du régionalisme politique. Certains intervenants expliquent les résultats par des calculs de régions acquises et perdues. Cette lecture est dangereuse car elle réduit la politique à une question d'origine géographique. Le peuple camerounais ne se résume pas à des blocs ethniques ou régionaux. Les électeurs votent aussi selon leurs conditions de vie, leurs espoirs, leurs déceptions. Quand on enferme le vote dans une logique communautaire, on oublie l'essentiel,
le besoin de changement social et économique. Les grandes villes ont d'ailleurs montré une autre dynamique, elles votent plus pour le renouveau que pour la fidélité. C'est un signe d'évolution politique que le pays devrait encourager plutôt que craindre. Un passage du débat a particulièrement retenu l'attention. La reconnaissance implicite que certains membres du pouvoir auraient voté contre leur propre camp. Si cela est vrai, cela prouve que le malaise n'est pas seulement populaire, mais aussi institutionnel. Même au sein des cercles du pouvoir, certains doutent, certains en ont assez, certains veulent un souffle nouveau. Cette fracture interne est un signal d'alerte pour tout régime. Quand les soutiens se fissurent de l'intérieur, il ne suffit plus de gagner les élections, il faut regagner les cœurs. Et cela, aucune stratégie électorale ne peut l'imposer de force. Seule une réforme sincère, une gouvernance plus transparente et plus équitable peuvent rétablir la confiance perdue. Le débat met aussi en lumière un aspect rarement abordé, la maturité politique du peuple camerounais. Contrairement à certains discours condescendants, les électeurs savent ce qu'ils veulent. Ils votent en conscience, parfois contre un système plus qu'en faveur d'un candidat. Ce n'est pas un signe d'immaturité, mais une forme de résistance silencieuse. Le peuple a compris que le pouvoir ne se donne pas, il se prend par la cohérence, la mobilisation et la vigilance. Ce n'est pas la rue qui fait la démocratie, c'est la constance dans l'action, la preuve dans le discours, la cohérence dans le projet. En écoutant ce débat, on comprend aussi une chose essentielle. Les Camerounais ne rejettent pas seulement un homme ou un parti. Ils rejettent un mode de fonctionnement. Ils veulent de la clarté, de la justice, de la vérité. Et cela, aucun régime ne peut l'étouffer indéfiniment. Le changement, qu'il soit immédiat ou progressif, devient inévitable quand la conscience populaire s'éveille. Les dirigeants, qu'ils soient anciens ou nouveaux, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité, celle d'un peuple plus informé, plus exigeant, moins manipulable. Pour conclure cette première partie, il faut retenir que ce débat, malgré son ton parfois tendu, est une avancée. Il prouve que le pays débat, réfléchit, argumente. C'est sain. Mais il faut transformer ces discussions en actions constructives. Pas en division, pas en insultes, mais en propositions concrètes. Chacun doit jouer son rôle, les médias, en informant, les citoyens, en vérifiant les faits, les politiques, en rendant des comptes. C'est ainsi qu'on bâtira une conscience collective capable de réformer sans violence et de corriger sans détruire. Alors, si cette analyse vous a éclairé, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. L'objectif n'est pas seulement d'avoir des vues, mais de créer une communauté d'esprit lucide. Laissez un commentaire, partagez votre opinion avec respect et surtout, partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre puisse comprendre ce qui se joue réellement dans les coulisses de notre pays. Ensemble, construisons une parole libre, responsable et informée. Parce que la vérité n'a de sens que lorsqu'elle circule.